Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro. Et comme tous les jours, on ouvre cette émission avec une page de notre actualité. On vous a emmené hier dans les coulisses de la Nuit des Molières. Et eh bien, on continue à s'intéresser à l'écosystème de la culture. Et aujourd'hui, on vous parle de l'évolution des pratiques culturelles à Paris et en Ile-de-France. Le baromètre des publics, des musées et des lieux patrimoniaux a remis sa copie. Et on va décrypter ensemble les grandes lignes et ses conclusions. Légère hausse de fréquentation, et ce malgré les JO. Succès des initiatives publiques, des expositions temporaires, place de l'intelligence artificielle et des parcours immersifs. On va essayer de vous dépeindre ce tableau de la manière la plus complète possible et on le fait avec nos invités en plateau et en visio. Dans l'entretien culture, une très jolie pièce au théâtre Montparnasse. Ça s'appelle Les Collectionnistes et c'est une véritable ode à la peinture et au courant impressionniste au travers de l'histoire de Paul Durand-Ruel, le marchand d'art, de talent, de l'art de vivre enfin, et un café génial dans le quartier de République où vous allez pouvoir écrire une lettre qui sera postée dans 5, 10, 15 ou 20 ans. Vous allez voir, c'est très poétique et c'est une très jolie initiative. On en parle en fin d'émission. Le groupe Test a rendu public son baromètre 2025 des pratiques culturelles en s'intéressant tout particulièrement au public et à leurs pratiques muséales et patrimoniales. On va étudier les conclusions ensemble et on va vous montrer finalement à quoi ressemble la pratique, la consommation de la culture dans notre région. On le fait avec nos invités en plateau et en visio. Je vais commencer avec Olivier Allouard en visio avec nous. Vous êtes directeur de développement du groupe Test, intégrant l'Institut Test SA et l'Institut GC. Vous êtes à l'initiative de ce baromètre. On va en décrypter, je le disais, les chiffres et les tendances. Fabrice Bousteau, directeur de la rédaction de Beaux-Arts Magazine, que j'ai avec moi, et du quotidien de l'art. Pardon, vous êtes également commissaire d'exposition. Récemment, la fête intérieure pour l'île 3000. Clara Erez, vous êtes fondatrice de l'agence View. C'est une agence de communication qui est spécialisée dans la création de contenu et l'influence. On va commencer avec vous, Olivier Allouard. C'est quoi l'objectif de cette étude? C'est censé nous dépeindre finalement un panorama des pratiques culturelles, nous donner les grandes tendances de l'année et de l'année à venir? En fait, on s'est dit, pendant la période Covid, on voulait savoir comment les Français vivaient la culture à domicile. On avait sorti des chiffres à la clé, quelques chiffres lors de baromètres et d'études qu'on menait auprès des Français. Et ça a beaucoup intéressé les acteurs, les professionnels de la culture et du tourisme. Donc on s'est dit, on va continuer, on va faire perdurer cette étude. On l'a même élargie à beaucoup plus de questions, en la travaillant, en réfléchissant à des thématiques nouvelles pour vraiment avoir une vue un peu macro sur les usages, les tendances, les pratiques des publics et des Français dans les musées, que ce soit en région francilienne ou dans les autres régions françaises. Et est-ce qu'il y a de grosses surprises finalement dans ce baromètre et dans les résultats de cette étude? Alors, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que depuis 2 ans, on constate une hausse de la fréquentation des lieux de visite, musées, monuments, patrimoine. On va dire, on a vraiment passé l'après-Covid. C'est un secteur qui est quand même qui innove beaucoup, qui teste beaucoup de choses. Les publics sont sans cesse en renouvellement. Les publics aussi s'adaptent avec l'arrivée des nouvelles technologies. C'est pour ça qu'on a testé des questions aussi sur l'arrivée de l'IA, comment c'était perçu, l'arrivée du numérique aussi qui est là depuis plus d'une dizaine d'années avec maintenant beaucoup de choses qui sont proposées avec des dispositifs qu'on appelle immersifs, qui sont des choses beaucoup plus entertainment et qui permet aussi de rendre beaucoup plus accessibles ces lieux, tout en gardant en principe que c'est l'œuvre qui attire, mais avec tout ce qui va autour. Donc voilà, beaucoup de choses intéressantes, en tout cas une fréquentation en hausse, et les intentions de visite qui sont annoncées dans notre baromètre sont aussi en hausse pour 2025. Donc c'est plutôt des signaux qui sont au vert. Fabrice Bousteau, ces données, c'est vrai, on l'a dit, elles sont majeures bien sûr pour les acteurs du secteur culturel parce qu'elles permettent de mieux comprendre la demande, donc de s'adapter, de proposer des expositions finalement qui sont plus corrélées aux envies, aux besoins. Qu'est-ce que ça dit de nos modes de consommation culturelle? C'est un terme un peu barbare, mais qu'est-ce que ça dit de nous?
Ça dit, d'une part, que la France, qui est sans doute un des pays au monde qui a le plus investi sur la culture, plus de 60 ans de politique culturelle, et où en fait il y a une forte décentralisation, notamment à partir des années 80, et qui a continué à s'accroître, et ça dit qu'en fait que la culture est en train quand même d'inonder globalement la France. J'irais dire même le monde. Les philosophes et les sociologues parlent d'une esthétisation généralisée de la société mondiale. Vous voyez maintenant des œuvres d'art dans les supermarchés, dans les aéroports, dans chacun des coins de nos rues. Et je remarque que je reviens de Lille, où Lille 3000, vous savez, tous les 3 ans fait 27 expositions, une parade. Il y avait 350 000 personnes et ça fédère beaucoup les gens. En parallèle de cette étude, je lisais une étude qui vient de paraître d'Havas, qui montrait que 92% des Français pensent que l'art et la culture ont un effet bénéfique sur leur santé mentale, sur leur bien-être physiologique. C'est-à-dire que et quand même aussi pour dire, il y a eu un énorme effort aujourd'hui de lutte contre l'inégalité d'accès à la culture d'un point de vue géographique. On parlera du pass culture tout à l'heure. Ah, vous parlez, pardon, Non. géographique. Je parle géographique, c'est entre les territoires ruraux et les grandes villes. Et il y a énormément d'initiatives, d'expositions itinérantes, de cinéma itinérant. Et juste pour ajouter quelque chose, il faut quand même prendre conscience, par exemple, que les Français vont plus au cinéma que les Américains, alors que Hollywood est la terre mondiale du cinéma. Donc il y a une particularité française. Et une appétence des publics. Et une très grande appétence. La seule pays qui pourrait peut-être nous dépasser en termes de fréquentation. Ah, on a de la concurrence. Oui, c'est les pays nordiques qui investissent encore davantage dans la culture. Mais ils ont peut-être un peu plus de retard à rattraper, non? Je parle de la Finlande. D'accord. Et en fait, ils investissent encore davantage que nous la culture. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que pour les politiques, pour les élus, tout le monde a pris conscience que la culture, la dépense dans la culture, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Il faut investir dans la culture pour que les gens deviennent heureux et pour lutter contre les inégalités sociales et culturelles. Justement, un chiffre intéressant, on estime qu'1 euro investi génère 70 € de retombées économiques avec des recettes qui s'élèvent à environ 5 milliards d'euros. Ça, c'est pour la région Île-de-France. Ça rejoint parfaitement ce que vous dites et en effet, les investissements sont importants. On rappellera les chiffres tout à l'heure. Clara Erez, est-ce que ces évolutions de tendance, les grandes lignes qu'on a commencé à décrire, on va continuer pendant l'émission, vous les voyez sur le terrain, dans les musées, dans les expositions, dans les hauts lieux du patrimoine francilien? Ouais, je les vois aussi beaucoup chez les jeunes. Je pense que c'est un vrai nouveau public dans les institutions culturelles. Qu'est-ce qu'ils demandent, ces jeunes? Ils sont très curieux. Franchement, nous, c'est ce qu'on observe beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, sur le réseau TikTok. Il y a vraiment cette soif de culture, cette soif d'apprendre. Et on se rend compte que c'est des profils de jeunes qui n'attendent que ça, en fait, qu'on vienne à eux, qu'on leur rapporte. Ils sont très demandeurs, Ils sont très demandeurs. Ils sont aussi très à l'aise de donner leurs avis et de débattre. Donc est-ce que ça, c'est forcément une bonne chose? Je pense que c'est une bonne chose, surtout dans le milieu de l'art et aussi de l'art contemporain avec des artistes vivants. On voit que c'est des jeunes, malgré leur jeune âge, ils ont des choses à dire. Il y a des choses qui leur plaisent, des choses qui leur plaisent pas, et ils le disent. Et je trouve que c'est très bien dans un milieu qui parfois peut être un peu élitiste, où on a envie de dire que tout est toujours très bien. C'est un public qui est vraiment neutre dans leur regard, et on les voit de plus en plus dans les musées. Et on voit que les musées, les institutions cherchent aussi à les atteindre de plus en plus. On va parler du pass culture tout à l'heure. J'aimerais qu'on revienne sur quelques chiffres qui concernent l'Île-de-France parce qu'on est quand même particulièrement bien doté en la matière. 36% des établissements culturels français sont concentrés dans notre région. 161 000 établissements dont l'activité principale relève donc de ce secteur de la culture. Ils sont donc très pourvoyeurs. On a aussi 11% des monuments inscrits et classés en France, 9% des musées de France et puis la BNF évidemment. Et 4 des 5 théâtres nationaux sont en Île-de-France. Est-ce que finalement ça nous oblige? Je ne sais pas si ma question est claire. Est-ce qu'avec cette dotation, on doit être encore meilleur? Alors, on doit être encore meilleur. Le problème, c'est que les grands équipements culturels, si on prend le Louvre, le Centre Pompidou, ils sont en fait
pas assez fréquentés par les Parisiens et les Franciliens. Par les Franciliens. Eh oui. Ils sont fréquentés beaucoup par les touristes. Il y a une révolution considérable qui est en cours, dont on commence à sentir à peine les prémices. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le Grand Paris Express, c'est-à-dire la transformation profonde des transports. Avec notamment ce maillage finalement des lignes de métro et de transport en commun qui va permettre à Paris et à sa région d'être de plus en plus connectés et de plus en plus irrigués. C'est considérable parce que, pour vous donner une image, avant par exemple quand on allait à Clichy, c'était une mission. C'était un enfer en termes de transport. Aujourd'hui, le nouveau maillage et qui sera fini en 2030 du Grand Paris Express, avec d'ailleurs plus de 40 gares qui sont conçues par les meilleurs architectes du monde entier, et dans ces gares, il y a à chaque fois des interventions d'artistes importants. Donc vraiment, certains sont des vrais joyaux architecturaux par ailleurs. Joyaux architecturaux, voilà, joyaux architecturaux, hub culturel, intervention d'artistes, mais surtout ça va permettre que cette jeunesse justement va pouvoir aller voir une exposition à Cergy-Pontoise l'après-midi, le soir aller à un concert à Clichy et aller après à Paris à une fête. Et ça c'est absolument extraordinaire. Et on parle beaucoup dans les médias aujourd'hui de la question entre vélo, voiture. Et bien effectivement, quand on habite dans un territoire rural, on est obligé d'avoir une voiture. La chance de l'Île-de-France, c'est d'être sans doute l'un des métropoles les plus connectées en termes de transport. Et ça va aller en s'améliorant. Et ça va s'améliorer, et les plus connectés en termes d'établissements culturels, parce que, outre ces grandes figures, il y a énormément de centres d'art, de centres de danse, de théâtre dans l'Île-de-France. Avec des happenings, évidemment aussi, et des programmations très riches. Et donc on s'est inouï et c'est jouissif. Et si on donne du bonheur en ces temps, le thème de l'île 3000 était Fiesta, et Martine Aubry rappelait, eh bien faut donner le sens de la fête et le plaisir à tout le monde, surtout quand on est dans une période assez angoissante, voire angoissante. Eh bien c'est par la culture qu'on se régénère. Et vous l'avez dit, 92% des personnes interrogées considèrent que la culture a un lien direct avec le fait de se sentir bien, de se sentir mieux, en tout cas leur bien-être. Olivier Allouard, une question pour vous. Dans ce baromètre que vous avez publié, vous évoquez une fréquentation en légère hausse. 56% des Français ont visité un musée, une expo ou un lieu patrimonial en 2024. C'était 51% en 2023. C'est plutôt une bonne nouvelle, surtout qu'entre-temps, il y a eu les Jeux Olympiques. Et on sait que cet été olympique n'a pas forcément favorisé les lieux de culture parce qu'il y avait tellement de choses à faire dans Paris et dans l'Île-de-France, d'un point de vue sportif, évidemment. Autre élément très intéressant que vous mentionnez, c'est le succès des événements gratuits, des événements publics. Je pense aux Journées du patrimoine, je pense à la Nuit européenne des musées. 1 Français sur 5 qui a participé, c'est assez fort quand même comme chiffre. Tout à fait, c'est quelque chose qu'on a voulu vérifier cette année et qu'on nous demande souvent, c'est l'impact de ces événements nationaux gratuits qui permet à de nombreux lieux, beaucoup en Île-de-France mais aussi dans toute la France, de les rendre accessibles à tous et des fois aussi d'ouvrir des espaces qui ne sont pas accessibles en période de visite classique. Donc là, c'était de le vérifier. Ce qui a été intéressant, c'est effectivement près de 20% profitent de ces événements-là pour revisiter un musée ou le faire découvrir à son entourage ou à ses amis. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne. Ça permet d'ouvrir les lieux de visite à d'autres publics. Après, un des points, parce qu'on ne peut pas toujours se réjouir de tout, comme le disait notre intervenante, c'était de se dire que on pensait que ces événements gratuits attireraient un public justement peu habitué des lieux culturels. Bon, pour le coup, ce n'est pas le cas dans notre étude. On est plutôt sur un public opportuniste qui profite de l'ouverture des lieux gratuits pour redécouvrir ou découvrir un lieu qu'il n'avait pas visité auparavant. Donc on reste sur un public avec quand même une catégorie socio-professionnelle plutôt élevée. Plutôt aussi, ça marche beaucoup aussi en région francilienne. Donc, on parlait tout à l'heure de la Nuit Blanche qui marche très bien. Tout à fait. Voilà, donc il y a encore un effort à faire là-dessus pour essayer de convaincre, de dire venez dans nos lieux. Ils sont ouverts, ils sont aussi gratuits à certains moments. Pour les jeunes aussi, il y en a quand même beaucoup de lieux qui sont gratuits et c'est ça aussi pour les moins de 26 ans, notamment sur les musées nationaux qui permettent de faire découvrir ces lieux d'apaisement, de détente et découvrir des œuvres. Voilà.
Vous avez raison de rappeler également cette initiative Nuit Blanche qui est tous les ans un franc succès à Paris, en Ile-de-France. Finalement, ce qu'on comprend aussi, on parlait de ces publics habitués, de ces publics à aller chercher, à conquérir. On se rend compte que la culture reste souvent élitiste. Ça a été une des raisons de la mise en place et de la mise en œuvre de ce pass culture, qui est en pleine réforme et qui risque d'être grignoté. D'importantes coupes sont prévues sur le pass culture. Ça envoie quel signal ? Je trouve que c'est quand même très dommage pour cette jeunesse, surtout que, en tout cas, moi, voilà, pour les réseaux sociaux, je vois que le pass culture, ça a été quand même quelque chose de très important pour eux. On a vu beaucoup tourner sur les réseaux sociaux des jeunes qui... Ça a été un déclencheur, pardon. Ça a été vraiment un déclencheur et ils étaient très reconnaissants d'avoir ce pass culture et ils se donnaient entre eux, donc sur les réseaux sociaux, des conseils en disant bah, « Regardez, moi j'ai pu faire ça grâce au pass culture » et donc ça a encouragé les autres à faire de même. Donc ça avait créé vraiment quelque chose de très communautaire entre jeunes, ce pass culture, et ce serait bien dommage qu'il y ait plus accès. Ouais. On va regarder les montants finalement du pass culture avant la réforme. Sur la tranche d'âge 15-16 ans, on était à 20-30 €. Là, on passe à tout bonnement 0. 17 ans, 30, là, on augmente un petit peu le plafond à 50. 18 ans, on bascule de 300 à 150. Finalement, on laisse un peu de côté les plus jeunes, et puis on met le paquet sur ceux qui ont 17-18 ans. C'est une autre manière de repenser le pass culture. Le pass culture qui avait quand même fait l'objet de discussions et de débats assez âpres. Et ce, dès octobre 2023, il y a un débat à l'Assemblée nationale que j'aimerais vous faire réécouter, où Rachida Dati répond à des élus de gauche, justement, sur le fait que le pass culture est-il finalement un outil qui permet aux classes les plus aisées de continuer à en profiter, ou est-ce qu'il est vraiment un facteur d'ouverture ? On écoute la ministre de la Culture. Vous irez vous expliquer devant les enfants et les familles des enfants pour lesquels la part collective, c'est leur seul moment où ils ont accès à la culture. Mais allez interroger les enfants, y compris à Paris. Quand vous les interrogez, vous leur dites pour qui c'est la première fois où vous allez au musée, au cinéma ou au théâtre. Ils lèvent à 90%, pour ne pas dire plus, la main en disant c'est la première fois. Et quand vous les interrogez en disant est-ce que vos parents vous emmènent, ils vous disent jamais, parce qu'ils n'y pensent pas, parce qu'ils ne peuvent pas. Et moi, je vais vous dire, cette part collective, je vais bien la retravailler, la conforter. Moi, quand j'ai vu tous ces enfants qui ont accès à la culture par cette part collective, je trouve que c'est une grande avancée démocratique. Et ça, je vais l'amplifier. Je pensais qu'on était d'accord là-dessus, de mettre de la médiation, de favoriser les acteurs de l'éducation populaire et de changer le pass culture sur la part individuelle. Parce que là où vous avez raison, c'était devenu un outil de consommation et un outil de reproduction sociale. Ça n'est plus le cas. 1, la géolocalisation. 2, la médiation. 2, les acteurs de l'éducation populaire. 3, d'avoir favorisé les MJC, mais aussi les foyers ruraux. Est-ce que le pass culture continue à être parfois un outil de consommation, un outil de reproduction sociale, comme le dit Rachida Dati ? Moi, je ne sais pas trop exactement s'il y a des chiffres qui sont sortis sur qui l'utilise vraiment, qui en bénéficie vraiment à 100% de ce pass culture. Moi, là-dessus, Vous le voyez pas comme ça, en tout cas. Non, moi, je Vous l'avez vu comme une opportunité qui a été saisie par les jeunes, finalement, pour se rendre dans des institutions culturelles. Oui. Et ce débat, vous le comprenez, vous l'avez suivi, j'imagine, d'un œil. Je le comprends, je l'ai suivi et je l'ai animé également. On est face à plusieurs problèmes. Il y a incontestablement une sorte de gentrification du public qui va fréquenter tous les lieux de culture. Pourquoi cette gentrification ? Parce que, en fait, comme vous le savez, on parle beaucoup des retraites. Bien, la génération des boomers, qui aujourd'hui a environ 60 ans, 70 ans, elle a plus de pouvoir d'achat, elle a plus de temps libre, et donc elle fréquente davantage. On a un problème en parallèle, qui est que, en dépit de 50 ans, de 60 ans de politique culturelle, les milieux populaires ne fréquentent toujours que très peu tous les domaines de la culture. Même quand une enveloppe leur est allouée ? Alors, comme celle du pass culture, je caricature un peu avec le terme d'enveloppe. L'objectif du président de la République, quand il a lancé le pass culture, c'était l'idée de dire, après une stratégie, ce qu'on appelle la stratégie de l'offre, c'est-à-dire proposer, faisons une stratégie de la demande, où ce sont les jeunes eux-mêmes qui vont, avec un montant qui leur est donné, dire moi je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Le problème, c'est que on en a beaucoup parlé dans les médias, beaucoup d'argent a été dépensé de la part des enfants pour acheter des mangas, ce qui est une bonne chose, mais ce qui n'est pas suffisant, et qu'une des choses, une des pistes qui est en train d'essayer d'être régulée au ministère de la Culture, c'est que votre enveloppe, disons, admettons, de 100 €, vous avez le droit d'en utiliser
tant de pourcents pour aller voir du théâtre, tant de pourcents pour aller acheter un livre, et pas avoir une seule type de consommation. C'est pas mal, franchement, non? C'est une super idée, parce que en fait, autrement, vous n'irez pas au théâtre si vos parents n'y ont pas été ou votre pote ne vous a pas emmené au... C'est une question de capital culturel et de capital social. Exactement. Mais le débat de fond derrière, il est que de droite et de gauche, depuis 30 ans, disons, il y a un consensus, mais personne ne le fait, parce qu'il y a la peur de l'éducation nationale. On se dit que le seul moyen de lutter contre l'inégalité d'accès à la culture et de mettre les milieux populaires, ça serait de faire de l'école primaire jusqu'au lycée un enseignement qui soit une histoire des arts et de la culture, dans lequel... Donc un parcours pédagogique, dans lequel vous allez apprendre aussi bien qu'est-ce que c'est que le rap, qu'est-ce que c'est que la musique classique, qu'est-ce que c'est que l'architecture gothique et l'architecture contemporaine. J'y crois à fond parce que moi, par exemple, quand dans mes expositions, en tant que commissaire d'expo, je fais des expos très immersives et ça m'intéresse, on en parlera tout à l'heure. Qui mélangent toutes sortes de publics. Et en fait, c'est facile aux gens de leur donner le goût, de leur faire apprendre des choses et leur donner le goût aussi. Donc c'est créer l'appétence. C'est créer l'appétence. Vous savez, après comme ça, il y aurait beaucoup plus de fusion dans les pratiques culturelles des gens. On ne dirait pas, j'aime pas le hop, j'aime pas la musique électro ou j'aime pas la musique classique. Oui, ça serait moins segmenté. Et si on le fait depuis l'école primaire, eh bien, on lutte vraiment. Moi, je suis né dans une petite ville de province à Chaumont-Marne de 30 000 habitants, et où il n'y avait pas de musée, où il n'y avait rien. Alors, comment devient-on un fou de culture? Comment on devient un fou de culture? Parce que, un peu par chance, parce que j'ai eu un pote à 13 ans qui m'a emmené la première fois à Paris. C'est vrai? Je suis arrivé à Centre Pompidou. Ah, génial. Je suis tombé amoureux de cette architecture folle. Comme quoi, il faut emmener les enfants dans des classes de découverte dans les musées. Qu'on nous prenne la main et qu'on nous emmène. Vous avez raison de le préciser. On n'invente pas, on ne devient pas un passionné de littérature ou de théâtre comme ça, de manière innée. En tout cas, c'est une minorité. Ça s'apprend et une phrase pour finir là-dessus, c'est que la culture, c'est ce qui rend heureux. Donc ça s'apprend d'être heureux. C'est beau ce que vous nous dites aujourd'hui. Olivier Allouard, justement, on parle de ces jeunes publics, on parle de ces moyens d'embarquer les publics dans ces institutions culturelles. Et j'aimerais qu'on dise un mot de l'intelligence artificielle. Et on parlera tout à l'heure des parcours immersifs. Je vais essayer de les distinguer dans mon propos. L'IA, c'est vrai que ça plaît beaucoup aux jeunes. Il y a de plus en plus d'expériences à base d'intelligence artificielle qui sont proposées, notamment par les musées. Les seniors, ça leur plaît un peu moins. Mais finalement, c'est quand même plébiscité par 65% des visiteurs quand c'est en complément, finalement, d'autres outils. Tout à fait. C'est exactement ce qu'on mesure depuis quelques années, notamment aussi avec l'arrivée du numérique et des dispositifs immersifs. C'est toujours vu comme un complément à la visite. C'est-à-dire que, comme le disait Fabrice, on vient voir des monuments, on vient voir des œuvres. Donc l'œuvre doit être au cœur de la visite, avec tout autour une série d'outils. L'IA, du coup, en fait partie. Les visiteurs ne voient pas ça d'un mauvais œil, mais voient ça plutôt comme un complément qui va permettre d'améliorer l'expérience de visite, de faciliter la visite, comme les dispositifs immersifs. Donc c'est vraiment un complément, et aujourd'hui il faut faire attention, à mon avis, de proposer des lieux où c'est du tout numérique. Ils aiment bien, les visiteurs, que ça soit toujours relié quand même à un monument ou à une exposition ou à des œuvres. Vous avez raison, parce que finalement, les musées, les lieux de patrimoine, c'était finalement presque des sanctuaires d'endroits où on ne trouvait plus d'écran, où on pouvait faire une sorte de pause numérique aussi, se concentrer sur autre chose, sur d'autres médiums. Là, on a l'impression que les écrans reviennent, finalement reprennent une place importante. Alors c'est quoi? C'est une histoire de dosage? Comment est-ce que vous envisagez les choses? Oui, moi je suis assez d'accord avec ça aussi. Je pense que l'œuvre doit rester au cœur, même s'il y a aussi beaucoup d'artistes contemporains aujourd'hui qui utilisent l'IA dans leur travail. Et là, c'est très intéressant, évidemment. Mais c'est des expositions qui y sont dédiées, non? Absolument. Il y en a de plus en plus à Paris en ce moment aussi. Mais je pense que c'est bien aussi pour ces nouvelles générations d'avoir comme un outil en fait qui est rassurant, parfois dans des milieux où on a l'impression qu'on ne comprend rien, d'avoir une tablette, un ordinateur, un parcours peut-être plus numérique ou une application à télécharger. Je pense que ça rassure et ça permet après d'entrer peut-être dans des discours où on lirait peut-être pas un cartel, où on n'aurait peut-être pas envie de suivre une visite guidée. C'est intéressant en termes d'outils de médiation. C'est une manière de faire un peu de calinothérapie, d'aller chercher, d'essayer de dire on comprend vos codes, on les a intégrés et donc on vous les propose, mais intéressez-vous à ce qu'il y a autour. C'est ça, ouais. Moi je trouve que c'est une bonne idée et ça laisse le choix aussi à ceux qui ne veulent pas l'utiliser ou qui à l'inverse n'ont pas les codes, de ne pas se sentir aussi mis de côté et de tout le monde se rassembler autour d'une œuvre.
Moi, il y a un sujet qui m'intéresse tout particulièrement, c'est celui de l'immersion, de ces parcours immersifs. Alors pour moi, ce mot est complètement galvaudé. Je dois dire que dans l'émission, on reçoit énormément d'invités culture. Vous le savez, tous les jours, on a un entretien culture avec une personne du monde de l'art, souvent du théâtre, mais beaucoup aussi d'expositions. Et pour moi, ce terme, on l'a essoré. Tout est immersif et du coup, plus rien ne l'est. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient très à cœur, sur lequel vous travaillez de manière très consciencieuse, très sérieuse. C'est quoi un vrai parcours immersif réussi ? Alors la question, c'est qu'on a utilisé le terme d'immersif parce que des lieux comme l'Atelier des Lumières ont commencé à faire des systèmes de projection où là il n'y a pas vraiment d'œuvres réelles qui étaient présentées et où les technologies entre guillemets sont devenues, j'allais dire, le Dieu vivant pour concevoir une exposition. Par contre, on n'a pas attendu ces écrans pour qu'un certain nombre de personnes, de grands commissaires d'exposition, fassent des expositions spectacles, théâtrale. Il y a 30 ans, quand on arrivait dans un musée, on avait un petit spot comme ça, un petit tableau, un vieux cartel qui était posé, et on avait raison de penser que la culture c'était chiant. Et maintenant, effectivement, on peut, dans l'exposition La Fête intérieure à Lille, eh bien, je présente des tableaux, mais je présente également des installations immersives, mais globalement, l'ensemble de l'exposition, elle ressemble, parce que c'est sur le thème de la fête intérieure, l'effet que fait la fête à chacune des parties de notre corps humain, eh bien, elle ressemble un peu à une boîte de nuit. Pourquoi ? Parce que moi, je veux aussi que les gens soient immersifs. Donc, on conçoit de plus en plus d'expos comme des spectacles. Mais ça ne veut pas dire justement l'élément immersif. Et je voudrais revenir sur les nouvelles technologies, parce que de la même manière que on a pensé à un moment donné que la vidéo allait remplacer la télévision, que la vidéo allait remplacer le cinéma, pas du tout. L'apparition des nouvelles technologies dans l'histoire de l'art, c'est toujours, ou que la photo allait remplacer la peinture, c'est toujours une augmentation des possibilités de création. Donc c'est une opportunité et non finalement un retour, une disparition de ce qui était et vers un univers qui serait demain omniprésent. C'est une augmentation. Et en parallèle, les nouvelles technologies dans les expositions, moi par exemple, j'ai des gens autour de moi, quand je suis commissaire d'expo, qui me disent « Ah, mais on pourrait mettre juste un QR code qu'on prend avec son téléphone. » Non, moi je préfère qu'il y ait... Ça, c'est pas immersif. C'est pas du tout immersif. Et d'avoir un QR code, c'est que la technologie, du coup, devient une imposition. Moi, j'ai pas envie que quelqu'un qui n'utilise pas beaucoup son téléphone soit obligé de prendre un QR code pour pouvoir... On doit laisser le choix au public. Ça, c'est quelque chose que vous révélez aussi dans votre étude, Olivier Alloy, et c'est un élément très important. On va continuer à en parler, évidemment, mais j'aimerais qu'on parle de ça. Les Français veulent avoir le choix, ils insistent là-dessus, ils veulent de la flexibilité, et ils veulent finalement qu'on s'adapte à leurs besoins et à leurs envies. Ça, c'est un marqueur important aussi. Alors ça, c'est un marqueur important qu'on suit aussi depuis plusieurs années, et c'est exactement ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une demande de déconnexion. Les personnes veulent bien, je reviens sur le numérique ou les outils, ils veulent bien du numérique, mais qu'il soit proposé et embarqué dans la visite et pas en usage avec leur téléphone portable. Ce qui est un peu le cas des jeunes qui sont plus adeptes à utiliser leur portable, mais quand même, les jeunes disent « Moi, je veux bien qu'on me propose des écrans, du numérique, de la médiation, mais c'est dans le cadre du parcours de visite. » Donc nous, on dit « Attention, il faut proposer des usages différents, mais il ne faut pas partir sur que l'outil, comme l'a dit Fabrice avec le téléphone. C'est un outil en plus, mais il n'est pas du tout majoritaire. On avait prédit l'arrêt de l'audioguide face à l'arrivée du numérique, c'est pas le cas. Il reste majoritaire en outil embarqué dès qu'il est proposé, qu'il soit gratuit ou payant. C'est encore un outil qui est largement plébiscité par rapport à des applications mobiles. Donc attention, on dit attention, déconnexion, on vient pour se détendre, on vient aussi pour passer un moment en famille, et ces outils-là isolent plutôt que rassemblent. Quand on utilise son portable... Une réaction, et on donnera bien sûr la parole à Clara. J'ajoute un élément très important, c'est que toutes les études montrent que face à ce monde numérique, et ne serait-ce quand on sait qu'en moyenne un Français passe 4h30 sur son téléphone portable, la conséquence de ça, c'est que dès qu'on propose une activité live, vivante, c'est-à-dire un concert, un spectacle en public, à Lille, pour l'inauguration, il y avait une parade dans les rues.
ça a réuni 350 000 personnes. Qui ont réussi à décrocher de leur écran. Qui ont réussi à décrocher et qui ont surtout envie. C'est-à-dire que dès qu'on met, si tout de suite sur le plateau, on met quelqu'un avec un violon, je crois qu'on va tous se taire et écouter le violon et la musique. Vous mettrez ça en place pour une prochaine émission. Voilà. Claire Hérez, un dernier mot sur ces pratiques, sur la manière dont vous les percevez. On le remarque, 14% des visiteurs ont visité une expo parce qu'elle avait un parcours immersif. C'était 9% l'an passé, donc ça plaît. Est-ce qu'on doit continuer à aller dans ce sens-là ? Oui, je pense que c'est très important. Surtout, tout ce public très jeune, il y a le côté participatif aussi dans votre exposition à Lille qui est très intéressant, où on a l'impression qu'on peut vraiment faire vivre les œuvres, qu'on a un impact dans l'exposition et on ressort en ayant fait des choses. Et ça, je pense que c'est très important pour les jeunes. Donc il faut impliquer les publics ? Je pense que oui, c'est important pour eux. Après, ça peut être un petit peu, des fois, le revers de la médaille, surtout sur les réseaux sociaux. C'est aussi ce réflexe de dire que j'y étais, il faut que je filme, il faut que je montre tout, parce que ma vidéo va faire des vues, parce que je peux dire que moi aussi, j'ai fait cette exposition qui a cartonné sur les réseaux. Donc encore une fois, c'est une question d'équilibre. Donc voilà, encore une fois, une question d'équilibre. Au point qu'on parle d'exposition instagrammable ou non instagrammable. Ça, c'est vrai, vous avez bien raison. C'est vraiment entré dans les... toujours gage de réussite par ailleurs d'un point de vue purement artistique. Merci beaucoup à tous les deux en plateau d'être venus m'aider à décrypter donc ce baromètre des pratiques culturelles en Ile-de-France. Merci beaucoup Olivier Allouard d'avoir été en visio avec nous et on passe tout de suite à la culture. Enfin, on continue à parler de culture. Les collectionnistes, c'est un petit bijou qui se joue en ce moment au théâtre Montparnasse, une véritable déclaration d'amour à l'art pictural et surtout aux impressionnistes, écrite par François Barluet et mise en scène par Christophe Lidon. Elle nous raconte l'histoire d'un marchand d'art aussi fou que visionnaire et de son épouse aussi puissante que séductrice, et on va en parler avec Christelle Reboul, comédienne dans le rôle de cette épouse absolument formidable, grande séductrice et femme forte, et de Christophe Lidon, metteur en scène. Je suis très heureuse de vous avoir sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. C'est un bonheur de continuer à parler aujourd'hui de culture, d'art, mais de peinture au théâtre. Finalement, je trouve que c'est extrêmement complet et que c'est un univers très agréable quand on aime autant la culture. Cette pièce, elle a été écrite, je le disais, par François Barluet, et elle raconte l'histoire de Paul Durand-Ruel, marchand d'art, et de son épouse, dont vous jouez le rôle, que vous interprétez divinement bien. Et ce qui est génial, c'est que c'est déjà l'histoire d'un couple absolument hors norme. Et moi, je trouve ça très beau de raconter l'histoire de ce couple-là, avant de parler d'art. On dit toujours qu'il y a une femme derrière tout grand homme, mais moi j'ai envie de dire quelle femme, parce que celle-ci, elle est drôle, elle est pétulante, elle est complètement impliquée dans la trajectoire de son mari. Et puis, ce qui est très agréable dans ce spectacle, c'est que les impressionnistes, ils appartiennent aux Français. En France, on a un rapport passionnel avec ces artistes-là, et que quand au théâtre, comme vous le dites, on peut, moi, en tant que metteur en scène, m'amuser à travailler sur l'image picturale de ces génies et faire rentrer ça dans le salon des Durand-Ruel, c'est très excitant. Oui, ça a dû être un exercice et complexe et absolument stimulant d'aller finalement faire rentrer tout cet univers pictural sur la scène d'un théâtre. Bon, j'ai eu le plaisir de faire la scénographie, donc je connaissais un peu le décorateur, mais surtout, ce qui était amusant, c'était de compter sur l'affection, sur les œuvres et sur le fait que le public connaissait les œuvres, parce qu'on se rend compte par exemple que quand on met un tableau de Monet, même si c'est juste une partie du tableau, on entend dans la salle « Oh !» et les gens se l'approprient immédiatement. Ce personnage de cette épouse exceptionnelle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de charisme. Quand on vous l'a proposé, vous vous êtes dit quoi? Donc c'est Christophe qui me l'a proposé. Il m'a proposé déjà beaucoup de rôles, de très beaux rôles. Et voilà, il m'a proposé encore un rôle magnifique. Ben, je me suis dit, comme vous l'avez très bien dit, et je suis ravie que vous ayez ressenti ça, c'est une histoire d'amour, une histoire d'un couple complice qui va... Qui s'engueule, hein? Bah, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Ouais, pardon, oui. Mais voilà, ça discute, ça se confronte. Et pourquoi? Pour être ensemble et pour essayer de soutenir ensemble, avoir une passion commune qui deviendra la passion aussi de Jeanne, puisqu'elle-même après deviendra, en tout cas dans le texte de François Barluet, deviendra aussi collectionneuse. Donc voilà, c'est une complicité, une équipe, un couple-équipe. Fin 19e, c'est pas mal quand même. C'est pas mal du tout. Ce couple, il est quand même accompagné de deux autres personnages, parmi lesquels Jean Renoir, c'est pas rien, et un journaliste... Auguste Renoir. Oui, je sais pas pourquoi j'ai mis Jean. Pardon. Tout à fait. Et un journaliste de l'époque. On va parler du personnage de Paul Durand-Ruel,
donc votre mari, Oui. dans la pièce. Oui, Est-ce Christophe que vous de direz Marie. qu'il avait le flair, qu'il était parfaitement visionnaire, qu'il y avait quelque chose chez lui de l'ordre du génie? Ben, surtout, je crois qu'il le dit dans la pièce, il dit « je me suis ennuyé au bout d'un moment dans ma trajectoire de marchand et j'ai eu besoin d'enfance, de couleurs, de fantaisie, d'une vision. Il a eu besoin que quelqu'un, et c'était ces fameux peintres, le prenne par la main et lui fasse découvrir un univers parallèle. Moi, je trouve ça excessivement moderne. Hein. C'est pas arrivé très souvent dans l'histoire de l'humanité, des vrais coups de cœur et des vraies bifurcations artistiques. Il y a eu Andy Warhol, il y a eu Basquiat, mais il y a les collectionnistes et les collectionnistes. Pour l'époque, je vous rappelle que ça a fait scandale. C'est-à-dire que les gens étaient devant ces toiles, ne comprenaient rien. Parce qu'il y a une question de rupture avec l'histoire de l'art. Absolument. Et il fallait des décodeurs, et le décodeur, c'était Paul Durand-Ruel. Quand on est décodeur, pardon, on est forcément visionnaire. Il y a quelque chose de l'ordre. On est obligé. Voilà, absolument. Et je crois que ce qui est beau dans l'histoire d'amour des deux, et que moi je tenais beaucoup à ce qu'il y ait de la sensualité entre eux, qu'on comprenne que c'est un couple qui fonctionne bien partout, dans la chambre comme au salon, mais qu'on comprenne aussi qu'à un moment donné, elle est paumée face à l'énergie de son mari, Oui, et qu'elle a besoin d'être rassurée. Vous n'en pouvez plus, vous dites, vous commercez peu, mais collectionnez beaucoup, ça résume tout. C'est qu'il y a une sorte de tourbillon, et finalement, vous êtes prise dans ce C'est tourbillon. ça, comment trouver sa place. Dans la passion dévorante de son mari, elle revendique sa place d'amoureuse, sa place d'amante, et elle va essayer de lutter. Et puis son œil artistique aussi. Son œil artistique, mais ça c'est toute la beauté aussi de la pièce, c'est une éducation au regard. Un chemin initiatique. C'est vrai, tout à fait. C'est-à-dire que par amour, ce Paul Durand-Ruel ne supporte pas en fait de devoir choisir entre sa passion et son amour. Donc la seule solution qu'il a, c'est d'essayer de faire venir son amour à sa passion artistique. Et il va essayer de lui faire comprendre, de lui faire changer, de comment voir autrement en fait. Et si on arrive à voir autrement artistiquement, je pense qu'on pourrait arriver à voir autrement amoureusement, humainement, socialement. Enfin voilà, je trouve que oui, c'est une sorte de déclencheur finalement pour la vie. Mais bien sûr. Et moi, je tenais à en faire une comédie, parce que je trouvais que c'était encore plus fort de faire rire les gens avec ce chemin initiatique et la façon dont, comme Alice au Pays des Merveilles, Jeanne découvre porte à porte l'univers. Elle fait confiance à son mari, parce que sinon elle n'irait pas, et même elle le soutient, coûte que coûte. Et moi, je trouve que c'est peut-être ça qu'on devrait tous chercher dans une histoire d'amour, c'est à être grandi par l'autre. C'est apprendre de l'autre, c'est prendre des risques parfois, découvrir, ouvrir des portes. Moi, je pense qu'il faut faire entendre ça au théâtre, parce que c'est l'endroit du rêve, et si un couple est capable d'affronter et le mystère et la découverte ensemble, il est indestructible. Il est indestructible. En tout cas, c'est l'image que donne ce couple autour du personnage donc de Paul Durand-Ruel, monarchiste convaincu, catholique pratiquant. Oui, alors ça c'est dans la vie. Ça c'est dans la vie. Oui, mais alors c'est rigolo parce que justement, pour ceux qui connaissent le personnage de Paul Durand-Ruel, il y a un côté un peu désarmant. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Enfin, c'est Pierre Assouline et puis on reconnaît pas toujours. Et puis des fois on s'en éloigne, mais c'est génial parce qu'il y a cette liberté que permet le théâtre et que permet l'écriture, évidemment. Et à la fois, on a eu la famille de Paul Durand-Ruel qui est venue voir le spectacle. Ils vous ont dit quoi ? Ils étaient un peu déstabilisés parce que je pense que l'intimité était dévoilée, comme peut-être ils ne l'ont jamais vu eux-mêmes. Et surtout, ils ont fait confiance au théâtre en disant cette histoire d'amour que portent Christelle et Christophe de Mareuil, cette histoire d'enthousiasme, peut-être que ça existait vraiment dans leur salon, mais qu'on n'en était pas témoin. Oui, c'est une question d'intimité et en effet, la famille ne peut ne pas l'avoir perçue de cette manière-là. Et vous, c'est ce que vous révélez sur les planches. Bien sûr. Mais je rebondis sur ce que vous avez dit juste avant, sur effectivement ce Pierre Assouline dans la biographie. En fait, il a fait une biographie de Grâce lui soit rendue de Paul Durand-Ruel. Et en fait, effectivement, il était monarchiste, il était conservateur, il avait tout ça. Mais il n'empêche qu'il avait ce paradoxe en lui, qu'il était visionnaire, qu'il était passionné. Comme quoi, c'est pas incompatible. Mais bien sûr, c'est ça que je veux dire. c'est qu'en fait, tout est dans tout, quoi. Il faut pas ce jugement, je trouve personnellement qu'on a fort dans notre société aujourd'hui. Il faut s'en extraire. Il est trop caricatural. Mais bien sûr. Et il nous empêche de voir les personnes telles qu'elles sont vraiment.
Merci, je ne peux pas me le dire. C'est gentil. Moi, je trouve que c'est important de rappeler aussi que c'est une comédie. Parce que je pense Vous avez raison. Là, on le décrit comme quelque chose de voilà. très voyage initiatique, apprentissage, Oui, voilà. découverte. Et puis d'une certaine façon, j'ai envie de dire un tout petit peu trop dans l'analyse de l'art, enfin d'une école de l'art. Mais ce qui motive tout ça, c'est une époque aussi. C'est-à-dire que ce fameux 1874, avec une vision peut-être un peu plus étriquée, on avait besoin que des gens ouvrent les fenêtres, ouvrent les portes, fassent passer les courants d'air. Et c'est assez beau, je trouve, au théâtre. Enfin, moi, je sais que dès que j'ai lu la pièce, j'ai dit, il faut le monter comme un fait d'eau. Il faut que ce soit absolument électrique. Il faut que Jeanne traverse le plateau avec des rires, avec des larmes. Avec, quel costume. Des costumes. Excusez-moi, mais vous avez une chance. Jean-Daniel Villermoz, qui a fait des costumes formidables et qui a fait des costumes. Les lumières sont sublimes aussi. L'éclairage de Moïse Hill est absolument divin. Oh ben alors bon, on ne cite pas le scénographe alors. Ah si, bien sûr que si, avec Non, mais évidemment, je sais bien. ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que toute l'équipe a essayé de travailler sur l'envie qu'on avait, vraiment, de faire sentir aux spectateurs que non seulement on va leur donner envie d'aller pousser les portes des musées et d'aller découvrir, bien sûr. C'est l'idée. L'idée, c'est que les gens se disent en sortant de la pièce, demain, je vais au musée. C'est le week-end, demain, je vais dans un musée. Et je vous rappelle quand même que Picasso disait que le plus dur, c'était d'essayer de peindre comme si on avait 6 ans. Et je pense que, justement, précisément, les impressionnistes, ils peignent comme des enfants. C'est-à-dire... C'est un regard neuf posé sur le monde. Et ce que dit Paul Durand-Ruel, c'est, quelle que soit l'arrivée de la photographie et la capacité de la photographie de refaire de la réalité, le plus important, c'est de peindre ce qu'on voit, nous, dans nos rêves, dans notre imaginaire. Et moi, je crois que ce que les acteurs apportent vraiment fortement dans leur interprétation, c'est la liberté. Je trouve qu'il y a un vent de liberté qui souffle sur le plateau, qui fait un bien fou, avec Victor Bourrigaud. Et très largement porté. Ah oui, oui, bien sûr, elle devait. Non, mais c'est vrai. Elle devait, c'était sa mission. Mais je voudrais juste citer les 2 autres acteurs. Bien sûr, vous avez raison. Victor Bourrigaud qui joue un Auguste Renoir juvénile, naïf, innocent et qui est un peu maltraité par la situation, puisqu'ils se sont quand même fait vraiment très très mal voir au moment de l'exposition. Et puis Frédéric Imberti qui joue, on va dire, un notable, le poids de la société, mais qui a aussi sa fantaisie et son pet au casque en tant qu'acteur qui est délicieux. Tout le monde a un petit pet au casque, c'est ça qui est absolument génial. Un petit mot aussi de cette époque qui nous ramène à une époque où si personne n'avait été là pour aller dénicher ces artistes n'auraient été absolument rien. Et je trouve que c'est finalement une page de l'histoire qu'ont permis d'ouvrir ces marchands, ces collectionneurs, qui est formidable parce que ça a ouvert un monde finalement. Ça a ouvert, voilà, à quoi ça tient ? À la passion d'un homme, à la foi d'un homme, à la croyance d'un homme. Et des fois, on se dit non, là, je peux pas y aller, décemment, c'est pas possible. Je suis seule à penser ça. Il y en a qui ont le courage de leurs envies, de leurs passions, de leurs opinions. Ça parle de ça. Ça parle de ça, finalement. Mais c'est ça, cette pièce. Et il faut saluer la vision de François Barluet, parce que c'est aussi un amateur d'art, et que je crois qu'il a mis dans la pièce tout ce qui le faisait voyager à travers les tableaux qu'il aime par-dessus tout. Est-ce qu'il y a un message caché ? Parce que moi, je trouve que c'est très universel comme pièce, que oui, ça parle d'art, oui, ça parle de ces avant-gardistes, de ces visionnaires, oui, ça parle d'une histoire d'amour, oui, ça met en scène une époque, mais pour moi, il y a un message un peu plus fort qui est un peu ce qu'on disait tout de suite, qui est de dire, mais en fait, ouvrez cette porte que vous avez peur d'ouvrir, allez-y, n'ayez pas peur. Bien sûr, il y a ça. En fait, il y en a, j'ai envie de dire qu'il y en a... Autant qu'on veut le message dans une pièce, autant de lectures possibles. Ce qui est très beau dans le travail de Christophe, puisque j'ai eu la chance d'être dirigée par lui plusieurs fois, c'est de tout ouvrir. Et après, c'est au public de choisir. C'est ça la liberté. Ça, c'est une vraie liberté. Mais oui. Mais il y aurait peut-être un petit message quand même, c'est de ne pas avoir peur de la modernité, de jamais freiner des cas de fer en disant il y a une nouveauté, attention, c'est dangereux. Alors comment on la regarde la nouveauté ? Moi je pense par exemple au sujet de l'IA en ce moment, où il y a une espèce de panique, où les gens se disent on va être dévorés, etc. Dépassés, remplacés. Et par exemple quand on entend les doubleurs de voix qui sont des artistes, qui sont des vrais interprètes, moi je travaille avec beaucoup d'acteurs qui font du théâtre mais qui doublent aussi des grandes stars hollywoodiennes et qui sont inquiets. Parce qu'ils savent très bien que c'est leur âme qu'ils mettent dans leur voix et que l'IA ne pourra jamais le remplacer. Mais en revanche, ce qui sera de plus en plus passionnant, c'est de travailler avec ces nouveautés-là.
Mais si on travaille avec, la main dans la main... Ça va demander de l'intelligence humaine, l'intelligence sociale. Absolument, mais ça demandera surtout de l'intelligence tout court. L'intelligence tout court, vous avez raison. On vous conseille très très vivement cette pièce magnifique au Théâtre Montparnasse. Ça s'appelle Les Collectionnistes. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Christelle Reboul. Merci Christophe Lidon d'être venu en plateau. Merci d'avoir eu ce regard de vraie visiteuse d'art. C'est gentil, mais c'était un vrai bonheur. Merci à tous les deux. Et on passe tout de suite à l'art de vivre. Imaginez-vous attablé à la table d'un joli café, vous avez devant vous une feuille de papier, une feuille blanche et une mission, celle de vous écrire à vous, oui, mais le vous que vous ne connaissez pas encore, celui que vous pourriez croiser dans 5, 10, 15, 20 ans ou à ceux que vous aimez. Alors c'est un pari assez fou, c'est un pari poétique, c'est le pari de Café Pli dont on va parler avec la fondatrice Geneviève Lantzmann. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. On est ravis de vous recevoir. Vous avez ouvert un Café Pli, un café à lettres dans le quartier de République. Vous avez ouvert à l'été 2024. Expliquez-nous comment cette idée a germé dans votre tête. Alors l'idée est venue d'un voyage en Corée du Sud. Je suis partie en Corée du Sud avec une amie pour un voyage touristique et je cherchais un peu des activités en dehors des activités très touristiques, de musées, de places à visiter. Et j'ai découvert le concept de Café Lettres et j'ai adoré et j'ai dit à ma copine mais il faut absolument aller là-bas. Et coup de cœur, donc quand je suis rentrée à Paris, je me suis dit mais en fait il n'y a pas ça en Europe. Oui, ça n'existait pas. Enfin... Non, ça n'existait pas en Europe, pas en France, mais en Asie, c'est plutôt développé. Et en Corée, il y en a déjà 3 à Séoul. J'ai pas fait toute l'Asie, mais on m'en parle souvent comme des petites références en Asie. D'accord, donc finalement, c'est lors d'un voyage en Corée du Sud que vous avez eu cette idée géniale et vous proposez qu'on s'installe pour se rédiger une lettre ou rédiger une lettre à quelqu'un qu'on aime, à quelqu'un à qui on a envie d'écrire. Mais cette lettre, elle va pas être postée tout de suite, elle va être postée dans 1 an. Dans 5 ans, dans 10, même dans 20 ans, si on le souhaite. Finalement, l'idée, c'est de faire cet exercice qui est très courageux et puis qui est très intime, de se mettre devant une feuille de papier et d'écrire. Exactement. Vous pouvez écrire à vous-même ou à un proche, après tout, mais la plupart des gens commencent par eux, et c'est très bien. D'accord. Et vous pouvez choisir la date d'envoi dans 1 an, 5 ans ou 20 ans. Donc effectivement, il y a un petit exercice d'introspection. Ça peut être un peu hésitant au début. En général, les gens nous disent toujours que les premières phrases sont un peu tremblantes, mais en fait, après, vous allez voir, ça déroule et finalement, ils ont envie d'écrire 15 pages. C'est presque quelque chose, mais c'est presque thérapeutique. Oui, tout à fait. Il y a une sorte de thérapie par l'écriture. Ça fait du bien de poser des intentions et de faire un point un petit peu parce qu'on ne prend pas souvent le temps de le faire finalement. C'est vrai. Moi, je n'ai qu'une réserve. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Si vous fermez, qu'est-ce qui arrive C'est le classique. Ah oui. Je ne vous le souhaite pas. Non, par ailleurs, je vous souhaite que ça fonctionne du tonnerre. Tout à fait. Mais si vous fermez, qu'est-ce qui arrive à nos lettres? Question légitime. À chaque fois, je dis en rigolant que j'ai mis dans mon testament qu'il fallait envoyer ces lettres quoi qu'il arrive. Donc tous mes proches se sont engagés avec moi. Quoi qu'il se passe, il faut envoyer ces lettres en temps prévu. Voilà, c'est ma promesse. Et dans 1 an, donc vous pouvez vraiment choisir la date entre demain et dans 1 an. Donc tous les jours, on va à la poste. Mais pour 5 et 20 ans, l'envoi il se fait en début d'année. Donc au niveau logistique, ce sera finalement plus simple, même si je ferme, ce que j'espère pas. Il y aura 1 envoi par an, donc c'est quand même jouable. Donc on recevra la lettre qu'on avait décidé d'écrire dans le Café Pli. Vous conservez des centaines de lettres qui sont disposées sur le mur, elles sont classées par date. C'est génial à découvrir parce que ça nous plonge tout de suite dans une ambiance toute particulière. Qu'est-ce qu'on est censé écrire dans ces lettres? On est censé écrire ses projets, ses envies? Est-ce qu'on est censé se montrer le chemin qui reste à parcourir, se donner un objectif, voir si on l'a atteint? Ça sert à quoi? Alors, on peut le voir sous plein d'angles différents. On peut regarder un peu le passé et s'écrire finalement un souvenir pour le futur. D'accord. Donc, on peut raconter des choses très simples de la journée d'aujourd'hui, des moments simples qui finalement on ne se souviendra pas forcément dans 1 an, 5 ans ou 20 ans. Et on peut aussi se projeter vers le futur, donc se donner des objectifs, où on a envie d'aller dans 1 an, comment on se voit dans 5 ans, se challenger. Ça peut être intéressant. Nous appartient finalement. Ah oui, chacun fait ce qu'il veut. Il y a aussi des personnes qui viennent entre amis et qui font ça avec moins d'introspection, mais plus de manière un peu plus décomplexée, mais rigolote, pour se dire que ça leur fera une jolie surprise le jour où ils recevront effectivement cette lettre. Exactement. De combien de temps on dispose pour écrire cette lettre qui peut être en effet très intime, vous l'avez dit, et qui peut être un exercice d'introspection?
Et ça peut durer plus de temps qu'on pense, effectivement. Donc nous, on ne donne pas forcément un timing. Enfin, on n'a jamais viré les gens, entre guillemets, et heureusement. Mais il faut compter à peu près 1h30 quand même, le temps d'écrire sa lettre tranquillement, puisque le temps de faire le choix de sa carte, d'écrire, de choisir ses stylos. Et ensuite, vous allez faire la cire, ça, j'adore. Le seau. Alors, le seau avec la cire, je trouve ça génial, parce que c'est un côté cérémonial. Oui. Moi, je trouve ça fonctionne très bien. Et puis, ça nous ramène à une autre époque aussi, celle où on prenait le temps d'écrire, celle où on était encore muni d'un stylo et d'une feuille de papier. Donc, je trouve que c'est un rituel, finalement, qui est intéressant aussi. Oui, c'est très, très sympa à faire. Ça finalise un petit peu l'exercice et le moment. Et il y a une petite partie do it yourself qui est sympa pour ce petit cachet. Et ça, on le sait, les Parisiens, les Franciliens adorent. Oui. À quelle adresse est-ce qu'on l'envoie ? Je continue avec mes questions logistiques. Vous voyez, je suis omnibulée par les aspects logistiques de la vie. Mais c'est concret, c'est bien. À quelle adresse est-ce qu'on l'envoie ? Alors, c'est vous qui écrivez l'adresse que vous voulez, évidemment. Très bien. Et si vous déménagez entre-temps, vous avez l'option sur le site pour changer d'adresse. Donc, il y a toujours ça qui existe. Ah, vous avez pensé à tout. Vous avez vu comme ça me rassure. Voilà. Parce qu'on n'est jamais à l'abri, et c'est peut-être aussi ce qu'on se souhaite dans ces lettres, d'un changement d'adresse, d'un changement de vie. Tout à fait. On ne sait jamais ce qui va se passer. Génial. Même en un an, il peut se passer beaucoup de choses. Et c'est aussi l'idée, évidemment. Oui. Qu'est-ce que vous disent vos premiers clients ? Puisque ça va faire 1 an bientôt que vous aurez ouvert à l'été 2025. Qu'est-ce que vous disent vos clients ? En général, que ça fait du bien. Et que ça fait plus de bien qu'on le pense. Il y a beaucoup de gens qui viennent un peu pour le fun, pour s'amuser, après le travail, et finalement ils disent c'était un super exercice, effectivement un petit peu thérapeutique. Donc non, tout le monde, c'est toujours un moment un peu bien-être, quoi. Alors dans Café Pli, il y a Pli, on a parlé des lettres, il y a café aussi. Ah oui, oui. Donc on est là aussi pour boire quelque chose, boire une boisson chaude, boire un verre. Oui. Expliquez-nous comment vous avez travaillé cette proposition un peu plus gastronomique. Alors, c'est un format coffee shop, donc on fait pas mal de boissons chaudes, froides, toutes les déclinaisons de café, les boissons, vous pouvez imaginer. Et on fait des petites pâtisseries. Pour ceux qui ont besoin d'un petit remontant, parce toujours. Petite douceur aussi. Et on fait même des apéros le soir. J'ai vu formule petit déjeuner et formule apéro. Exactement. Est-ce que l'apéro est propice à se livrer sur une feuille de papier ? Je pense avec un petit verre de vin, mais on peut prendre aussi un petit café. On répète bien sûr que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Tout à fait, vous avez raison. Mais vous avez raison de parler de ces moments de détente entre amis, parce que ça ne doit pas forcément être vécu comme quelque chose de lourd par ailleurs. Non, pas du tout, il faut pas. Mais il y a aussi des gens qui ont beaucoup d'émotions quand ils écrivent leurs lettres. Quand on écrit à ses enfants dans 20 ans ou aux parents, ça fait aussi ressortir des émotions, mais c'est aussi ça qui est beau. Est-ce que vous vous prêtez à cet exercice ? Oui, je me suis déjà prêtée à cet exercice. Je l'ai fait en Corée notamment. Bien sûr. Je l'avais déjà fait avant, mais c'était dans un autre contexte, c'était dans un cadre de formation RH, donc beaucoup plus, beaucoup plus carré, on va dire, moins fun. Puis moins libre aussi, j'imagine. Oui, ça donnait moins de place à quelque chose de plus créatif. D'accord. Mais c'était un bon exercice. Et en Corée, j'ai pas écrit à moi, j'ai écrit à mon amie. On s'est écrit mutuellement. Oh, génial. Donc c'était sympa. Vous vous êtes souhaité d'ouvrir un Café Pli ? Elle m'a souhaité d'ouvrir un génial. Exactement. Je suis pas mal. Est-ce que vous pensez que les gens en ont besoin ? Est-ce que vous pensez que ça répond à un besoin ? Absolument. Ouais, ça répond à un besoin parce qu'on a tous besoin de faire une petite coupure du téléphone, c'est un temps pour soi. Ouais, de plonger un peu dans la nostalgie aussi des cartes postales, et puis recevoir une carte postale dans sa boîte aux lettres. En fait, ça fait trop plaisir. On n'en reçoit pas assez, plus du tout. Et poser un peu où est-ce que j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je voudrais, qu'est-ce que je veux plus. Finalement, on prend pas assez le temps. Cette pause littéraire, ce moment où on prend le temps d'écrire, où on se ressent sur soi, où on se livre aussi sur le papier, que ça soit pour soi ou pour quelqu'un d'autre, ça répond évidemment à des enjeux. Vous avez parlé de pause numérique, de mettre son téléphone un peu de côté. Est-ce que derrière, vous vous dites aussi que vous donnez envie aux gens de continuer cet exercice dans le cadre d'un journal quotidien, dans le cadre de petites lettres qu'on pourrait avoir envie d'écrire à ceux qu'on aime ? Est-ce que l'idée, c'est de déclencher presque un phénomène de société ? J'aimerais bien. On vend un peu de papeterie au Café Pli, notamment des journaux, des bullet journals, etc. Donc ça peut donner envie aux gens, ça rappelle des souvenirs parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisaient plein de stickers, et on a du masking tape, on a plein de feutres, etc. Donc ça donne envie aux gens. Et effectivement, l'écriture tous les soirs et tous les matins, c'est reconnu comme étant très bénéfique. Donc ça fait du bien de faire des petits points à l'écrit. Donc parfois ça suscite un peu des envies et je suis très contente. Qu'est-ce que vous dites aux sceptiques très rapidement ? Qu'il faut tenter.
qu'il faut tenter et je suis convaincue que ça va les persuader que c'est très très bien. Que ça fait du bien et que c'est une jolie expérience. Et ben on se donne rendez-vous au Café Pli alors pour passer du temps devant une page blanche avec un stylo pour écrire quelque chose qui a vocation à rester, qu'on recevra un peu plus tard dans 1, 5, 10, 20 ans, vous l'avez dit. Merci beaucoup Geneviève Lanzmann d'être venue nous parler de Café Pli sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. C'était un vrai plaisir. Demain, on se retrouve pour une émission consacrée aux enjeux du travail spécial 1er mai et je vous retrouverai également vendredi. Excellente soirée.